Paris, hôtel particulier Beaumont, dans le 16e arrondissement, un matin de mai qui bouleverserait les fondations d'une dynastie. Les jumeaux de 6 ans du magnate Philippe Beaumont, Louis et Céleste, n'avaient jamais fait un pas de leur vie. Paralysie cérébrale infantile irréversible avait décrété les plus grands spécialistes européens. Ce matin-là, Philippe s'apprêtait à licencier une énième nounou, Marie Dubois, une Provençale de 35 ans, aux références modestes que sa mère avait insisté pour engager. Il se dirigeait vers le jardin avec le chèque de licenciement quand il se figea, pétrifié par la scène. Marie était assise sur l'herbe avec les enfants sortis de leur fauteuil roulant à 60 000 €, bougeant leurs jambes dans un rythme hypnotique en chantant une ancienne mélopée provençale. Soudainement, Louis se leva, debout, seul, pour la première fois en 6 ans, puis Céleste. Philippe tomba à genoux tandis que Marie prononçait des mots qui glacèrent son sang. Les enfants n'avaient jamais eu de paralysie cérébrale. Ils avaient été méthodiquement empoisonnés, et elle savait par qui. La routine matinale de l'hôtel particulier Beaumont suivait depuis 3 mois un schéma que Philippe Beaumont observait avec une frustration croissante depuis la fenêtre de son bureau. Marie Dubois, la nounou provençale que sa mère avait voulu à tout prix, malgré des références modestes, emmenait les jumeaux dans le jardin chaque matin à 9 heures précises. Elle les soulevait de leurs coûteux fauteuils roulants orthopédiques et les installait directement sur l'herbe, chose qu'aucune des précédentes nounous suisses ou britanniques n'avait jamais osé faire. L'empire pharmaceutique des Beaumont valait 1 milliard d'euros. Pourtant, toute cette richesse n'avait servi à rien. Philippe avait consulté les meilleurs spécialistes du monde. Neurologue de la Mayo Clinic, physiothérapeute de Lausanne, même un guérisseur indien que son ex-femme Isabelle avait insisté pour voir avant de les abandonner définitivement 2 ans auparavant, écrasés par le poids d'une douleur qu'elle qualifiait d'insupportable. Le diagnostic avait toujours été sans appel. Paralysie cérébrale infantile sévère, conséquence de complications durant l'accouchement gémellaire prématuré. Aucune possibilité de récupération des fonctions motrices. Philippe avait accepté le verdict avec la même détermination qu'il affrontait les défis entrepreneuriaux, transformant l'hôtel particulier en forteresse technologique accessible avec ascenseur, rampe et tous les dispositifs de pointe. Marie Dubois représentait une anomalie dans le monde parfaitement orchestré des Beaumont. Elle parlait avec un accent chantant du Sud, préparait d'étranges onguents avec des herbes qu'elle cultivait personnellement, massait les jambes inertes des enfants pendant des heures en chantant des mélopées incompréhensibles qu'elle disait tenir de sa grand-mère. Elle soutenait que le contact avec la terre réveillerait quelque chose chez les enfants, une affirmation que Philippe considérait à la limite du charlatanisme. Ce matin de mai, Philippe avait décidé de mettre fin à ce qu'il considérait comme une dangereuse illusion. Les jumeaux s'étaient trop attachés à Marie, et quand inévitablement la femme se révélerait être un autre faux espoir, ils souffriraient encore. Mieux valait couper court, la licencier généreusement et revenir à des nounous plus conventionnels. En traversant le grand salon, Philippe entendit quelque chose qui le fit ralentir. Les rires des jumeaux avaient une qualité différente, plus pleine, presque explosive. Il s'approcha de la porte-fenêtre et la scène qu'il vit le cloua sur place. Les enfants étaient assis droit sur l'herbe sans aucun support, une position impossible pour qui n'avait pas de contrôle du tronc. Marie bougeait leurs jambes dans un pattern complexe et rythmé, alternant pressions et rotations tout en chantant sa mélopée avec une concentration quasi mystique. Les mains de la femme semblaient danser sur les muscles atrophiés, réveillant des chemins neuronaux que la science avait déclarés morts. L'impossible se produisit dans un crescendo silencieux. Louis posa ses petites mains à terre et commença à pousser. Ses muscles, qui n'avaient jamais supporté son poids, répondirent comme s'ils avaient toujours été prêts. Les jambes se plièrent, trouvèrent l'équilibre. Et l'enfant se leva avec le naturel de qui accomplit un geste quotidien. Céleste, voyant son frère debout, poussa un petit cri de joie pure et répéta le mouvement. En quelques secondes, tous deux étaient debout, chancelant mais magnifiquement, impossiblement debout.
Philippe sentit ses genoux céder, tandis que le chèque glissait de ses doigts. Il courut dehors, les larmes brouillant sa vue, alors que ses enfants condamnés à l'immobilité, faisaient leurs premiers pas vers lui. Il les étreignit avec une force qui contenait 6 années de douleur comprimée, tandis qu'il riait contre sa poitrine. Marie resta assise sur l'herbe, observant la scène avec une sérénité qui contrastait avec l'énormité du moment. Quand Philippe finalement la regarda, incapable de formuler les 1000 questions qui se bousculaient dans son esprit, la femme parla avec un calme qui rendait ses paroles encore plus dévastatrices. Les enfants n'avaient jamais souffert de paralysie cérébrale. Ils avaient été systématiquement empoisonnés avec des microdoses de tétrodotoxine, la toxine du poisson-globe, diluée et administrée avec une précision scientifique pour mimer parfaitement les symptômes neurologiques. Marie l'avait compris dès le premier jour, reconnaissant un pattern qu'elle avait vu trop souvent durant ses années comme toxicologue à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale à Pontoise, spécialisé dans les poisons utilisés pour les crimes silencieux. L'hôtel particulier se transforma en quelques heures en centre opérationnel. Philippe avait convoqué son équipe juridique, le chef de la sécurité et surtout le professeur Moreau de l'hôpital Necker, le neurologue qui suivait les jumeaux depuis leur naissance. Marie avait déjà mis en place une série de tests toxicologiques analysant des échantillons de cheveux, vêtements, jouets, tout ce que les enfants avaient touché ces 6 dernières années. Les jumeaux explorèrent la maison avec des jambes encore incertaines, mais de plus en plus sûres, découvrant un monde qui leur avait toujours été refusé. L'aspect le plus inquiétant était que leurs muscles ne montraient pas l'atrophie dévastatrice que 6 années d'immobilité auraient dû causer. Marie expliqua que c'était un autre indice crucial. Quelqu'un s'était assuré qu'ils maintiennent un tonus musculaire minimal, probablement par des stimulations électriques nocturnes camouflées en thérapie, pour cacher la vraie nature de leurs conditions. Le professeur Moreau examinait les données que Marie avait collectées en 3 mois d'observation méticuleuse avec une horreur croissante. Les graphiques montraient clairement des cycles de détérioration toutes les 48 heures, toujours après les repas du mardi et du vendredi. Les photographies haute résolution révélaient de microscopiques éruptions cutanées au point d'insertion des perfusions pour la thérapie vitaminique bi-hebdomadaire. Tous des éléments qui, vus isolément, avaient été écartés comme fortuits, mais qui ensemble composaient un tableau terrifiant. La réalisation frappa Philippe comme un coup de poing à l'estomac. Une seule personne avait accès exclusif à la préparation de ces thérapies, insistait pour les administrer personnellement, était toujours présente lors des aggravations des enfants. Claudine Beaumont, sa demi-sœur, directrice du laboratoire pharmaceutique familial et seule autre héritière de l'Empire Beaumont. Marie avait mené son enquête avec une méthode scientifique impeccable. Les échantillons de cheveux montraient des concentrations décroissantes de tétrodotoxine des racines aux pointes, cartographiant 6 années d'empoisonnement systématique commencées juste après la naissance et interrompues seulement 3 mois auparavant, quand elle avait secrètement remplacé les fioles par du sérum physiologique inoffensif. Elle avait conservé chaque fiole originale, construisant une archive de preuves irréfutables. L'identité de Marie se révéla couche après couche. Capitaine Marie Dubois de la gendarmerie scientifique jusqu'à 5 ans auparavant, veuve d'un juge assassiné par des trafiquants avec leur fils de 6 ans dans un attentat. Elle s'était retirée du service, détruite par la douleur, jusqu'à ce que la mère de Philippe la contacte par des canaux qu'il ne connaissait même pas. La femme âgée avait intuitionné que quelque chose n'allait pas, même si elle ne savait pas quoi. Philippe contemplait l'horreur de la révélation. Claudine avait pleuré avec lui au diagnostic, avait organisé des galas de charité pour la recherche sur la paralysie cérébrale, l'avait soutenu quand Isabelle les avait quittés. Et pendant tout ce temps, elle avait méthodiquement empoisonné ses enfants, s'assurant que si quelque chose arrivait à Philippe, traumatisé et de plus en plus déprimé, elle resterait la seule héritière de l'Empire. La semaine suivante fut orchestrée comme une opération de police sous couverture. Les jumeaux furent instruits pour feindre d'être encore paralysés durant la visite bi-hebdomadaire de Claudine.
Des caméras cachées couvraient chaque angle. Des micros ultra-sensibles enregistraient chaque souffle. 2 détectives s'étaient infiltrés comme jardiniers, tandis que Philippe luttait pour garder son calme, sachant qu'il devrait regarder sa sœur préparer le poison pour ses enfants. Claudine arriva ponctuelle dans son SUV Porsche blanc, impeccable dans son tailleur Chanel à 4 000 €. À 43 ans, elle incarnait la réussite professionnelle. Belle, respectée, apparemment dévouée à la famille. Personne n'aurait soupçonné le monstre qui se cachait derrière cette façade parfaite. La routine était établie depuis des années. Claudine préparait les seringues avec une efficacité clinique, tout en bavardant de nouvelles thérapies expérimentales à Genève. D'espoir pour l'avenir, de combien elle aimait les enfants. Philippe observait ses mains qu'il avait vues bercer ses enfants, préparer méthodiquement le poison qui les avait paralysés et dut s'agripper à la chaise pour ne pas lui sauter dessus. Marie exécuta le plan à la perfection. Elle montra à Claudine de petits mouvements dans les jambes des enfants, des mouvements calculés pour sembler des spasmes involontaires, mais assez significatifs pour provoquer une réaction. La panique éclaira les yeux de Claudine pendant une fraction de seconde, avant que le contrôle de fer ne revienne. Elle augmenta légèrement le dosage dans la seringue, un geste qui aurait pu sembler compatissant s'il n'avait pas été capturé en haute définition par les caméras. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Philippe ne put résister davantage. Quand il demanda ce que contenaient vraiment ces seringues, Claudine maintint le masque d'innocence offensé pendant quelques secondes. Puis, Louis se leva du fauteuil roulant, suivi immédiatement par Céleste. La seringue tomba des mains de Claudine, se brisant sur le sol, tandis que son visage passait du blanc au gris. La confession qui suivit fut un fleuve de venin verbal qui égalait celui physique qu'elle avait administré pendant des années. Claudine cracha sa vérité avec la férocité de qui n'a plus rien à perdre. Elle n'était même pas la vraie sœur de Philippe. Le père l'avait adoptée par compassion quand sa mère était morte, l'avait éduquée, insérée dans l'entreprise, traitée comme famille. Mais il ne l'avait jamais aimée comme il aimait Philippe, son vrai fils, son héritier naturel. Quand les jumeaux étaient nés, Claudine avait vu son futur s'évanouir. Elle avait tout planifié méticuleusement. Corrompu une infirmière pour la première dose quand les enfants avaient 3 jours. Convaincu Philippe des thérapies vitaminiques. Falsifié des tests neurologiques en exploitant son accès au laboratoire de l'entreprise. Le génie du plan résidait dans sa lenteur. La paralysie était apparue si graduellement qu'aucun médecin n'avait rien soupçonné. Mais le coup le plus cruel fut une autre révélation. Isabelle n'avait pas abandonné la famille par douleur. Claudine lui avait fait croire qu'elle était responsable de l'état des enfants, insinuant qu'un médicament pris pendant la grossesse avait causé les dommages neurologiques. La culpabilité avait détruit Isabelle, la poussant à la fuite. Isabelle revint de Londres le jour même de la confession de Claudine. Quand elle vit les jumeaux courir vers elle dans l'allée, elle s'effondra sur le gravier, les étreignant avec un désespoir qui contenait 2 années de tourments. Les enfants, avec cette capacité de pardon que seule l'innocence possède, se serrèrent contre elle comme si elle n'était jamais partie. Le processus de guérison de la famille Beaumont fut aussi complexe que l'empoisonnement qui l'avait presque détruite. Claudine plaida coupable, peut-être le dernier acte d'humanité dans une existence consumée par l'envie. La condamnation à 20 ans fut accueillie avec soulagement par tous, même si Philippe ne pouvait effacer les souvenirs d'une sœur qu'il avait aimée. Marie se consacra à la récupération psychologique des jumeaux, avec la même précision scientifique avec laquelle elle avait découvert l'empoisonnement. 6 années d'immobilité forcée avaient créé des peurs profondes, terreur des espaces ouverts, anxiété du mouvement, incapacité à interagir avec leur père. Chaque jour était une conquête. Le premier bain de mer à Deauville, la première course au jardin du Luxembourg, le premier jour dans une vraie école. L'aspect le plus extraordinaire fut comment les enfants transformèrent leur traumatisme en mission.
Lors d'une visite au parc Monceau, Louis s'approcha spontanément d'un enfant en fauteuil roulant, lui racontant qu'il n'avait pas marché pendant des années non plus. Il n'offrit pas de faux espoirs, mais de la compagnie, inventant des jeux qui incluaient tout le monde. Céleste devint la protectrice des enfants exclus, utilisant son expérience de l'isolement pour reconnaître et soulager la solitude des autres. Philippe observait cette transformation avec émerveillement. Marie avait fait plus que sauver ses enfants physiquement. Elle avait préservé leur capacité d'aimer et de faire confiance. Quand il lui proposa de diriger une fondation pour les enfants vraiment paralysés, elle n'accepta qu'après qu'il ajoute qu'elle serait aussi dédiée à son fils perdu. Le centre Marie Dubois, pour la réhabilitation neurologique pédiatrique, ouvrit 6 mois plus tard dans l'aile est de l'hôtel particulier. Mais ce n'était pas une simple clinique. C'était un centre de recherche révolutionnaire où le protocole Dubois était appliqué pour identifier les cas d'empoisonnement masqué en maladie neurologique. Les résultats furent stupéfiants. La première année, le protocole identifia 5 cas d'empoisonnement délibéré en France et des dizaines d'expositions accidentelles à des toxines environnementales causant des symptômes neurologiques. Des enfants condamnés à l'immobilité recommencèrent à marcher, des familles détruites par la culpabilité découvrirent que leurs enfants étaient victimes non d'une génétique cruelle, mais de poisons identifiables et traitables. Marie développa une approche combinant son expérience médico-légale avec des techniques de réhabilitation innovantes et les anciennes connaissances herboristes provençales. Le jardin de l'hôtel particulier devint un laboratoire vivant où elle cultivait des plantes médicinales dont certaines se révélèrent efficaces pour neutraliser des toxines neurologiques spécifiques. Les jumeaux devinrent partie intégrante du centre. Leur histoire, racontée avec la simplicité désarmante des enfants, donnait espoir aux familles désespérées. Louise écrivit et illustra un livre pour enfants intitulé « Quand les jambes dormaient », qui devint l'outil principal pour expliquer aux petits patients ce qui leur arrivait. Céleste développa un programme de jeu inclusif, permettant aux enfants de différentes capacités de jouer ensemble. Isabelle trouva sa rédemption en coordonnant les aspects juridiques et administratifs du centre. Elle transforma la culpabilité qui l'avait presque détruite en énergie pour protéger d'autres familles. Elle créa un réseau international pour identifier des patterns suspects dans les cas de paralysie infantile, découvrant que le problème était plus répandu que quiconque l'avait imaginé. Le professeur Moreau, dévasté de n'avoir pas reconnu l'empoisonnement, devint le plus fervent défenseur du protocole. Il réécrivit les manuels diagnostiques, insistant pour que chaque cas de paralysie infantile soit soumis à un screening toxicologique complet. La résistance initiale de la communauté médicale s'effrita quand, cas après cas, des enfants incurables recommencèrent à marcher. 1 an plus tard, le jardin où tout avait commencé accueillait une célébration qui entrerait dans l'histoire de la médecine pédiatrique française. 300 personnes, dont beaucoup de familles avec des enfants sauvés par le protocole Dubois, remplissaient les pelouses où Marie avait accompli le premier miracle. Les jumeaux, maintenant âgés de 7 ans, couraient parmi les invités avec l'énergie comprimée de 6 années d'immobilité enfin libérées. Ils ne montraient aucun signe du traumatisme subi, sinon une maturité et une empathie inhabituelles pour leur âge. Quand un nouveau petit patient arrivait terrorisé, c'était toujours eux qui s'approchaient en premier, montrant que oui, un jour, ils couraient aussi. Durant la cérémonie, il se produisit quelque chose qui cristallisa le sens de tout ce qui s'était passé. Un enfant de 5 ans, Thomas, paralysé depuis 2 ans par exposition à des pesticides agricoles non identifiés, fit ses premiers pas. Les parents pleuraient, les invités applaudissaient, mais ce furent Louis et Céleste qui coururent vers lui, le prenant par la main et le guidant à travers ce même jardin où ils avaient marché pour la première fois. Marie observait depuis son banc, le même endroit où elle avait chanté l'ancienne mélopée qui avait débloqué les jumeaux. Philippe vint s'asseoir à côté d'elle, remarquant comment les mains de la femme ne cessaient jamais de bouger, toujours prêtes à soutenir, guider, guérir. La transformation de l'hôtel particulier Beaumont était complète.
De mausolée de la douleur, il était devenu un lieu de renaissance. Le laboratoire de Marie avait identifié 18 toxines différentes pouvant mimer des maladies neurologiques. Son équipe avait développé des antidotes spécifiques pour beaucoup d'entre elles. Mais surtout, elle avait créé un protocole d'identification qui sauvait des enfants dans toute l'Europe. Claudine, depuis la prison, avait envoyé une lettre que Philippe avait brûlée sans lire. Mais Marie l'avait interceptée avant, trouvant non des excuses, mais une confession détaillée d'autres méthodes d'empoisonnement qu'elle connaissait, des informations qui sauvèrent 3 autres enfants. Peut-être la dernière tentative de rédemption d'une âme perdue. Au coucher du soleil, tandis que les lanternes s'allumaient dans le jardin, un journaliste demanda à Marie quel était le secret de son succès. La femme regarda les jumeaux qui dansaient avec d'autres enfants, certains sur leurs propres jambes, d'autres encore en fauteuil roulant, mais tous également joyeux, et répondit que le secret était simple: ne jamais accepter l'impossible quand il s'agit d'enfants. Chaque enfant a le potentiel de voler. Il faut juste enlever ce qui le retient au sol, que ce soit un poison chimique ou le poison du préjugé. Cette nuit-là, alors que tous dormaient, Philippe trouva Marie dans le jardin arrosant ses plantes médicinales. La lune illuminait les feuilles, créant des ombres qui semblaient danser comme les enfants qu'elle avait sauvés. Il lui demanda de rester pour toujours, non comme employée, mais comme partie de la famille qu'elle avait reconstruite des cendres de l'horreur. Marie sourit, touchant délicatement un plant de lavande que sa grand-mère appelait l'herbe de la paix. Elle dit qu'elle resterait tant qu'il y aurait des enfants à sauver, des mystères à dévoiler, des familles à réunir. Et dans ce jardin, où l'impossible était devenu routine, où les paralysés marchaient et où les secrets les plus sombres venaient à la lumière, cette promesse sonnait comme une bénédiction. La dernière image qui reste gravée est le jardin à l'aube du lendemain. Marie est assise sur l'herbe avec un nouveau groupe d'enfants, les mains bougeant délicatement des jambes, encore immobiles, tout en chantant sa mélopée ancienne. Les jumeaux sont à ses côtés, petits assistants montrant aux nouveaux arrivants les cicatrices invisibles de leur victoire. Et dans le vent qui agite les feuilles des plantes médicinales, on peut presque entendre l'écho de tous les pas qui viendront, de tous les enfants qui se lèveront, de tous les miracles qui doivent encore advenir. Car dans ce jardin parisien, où une nounou provençale avait dévoilé l'horreur et accompli l'impossible, l'espoir n'était plus une abstraction. C'était une réalité tangible, comme la terre sous les pieds d'enfants qui avaient redécouvert comment marcher, comment courir, comment voler. Mettez un like si vous croyez aux miracles qui naissent du courage de regarder au-delà de l'évidence. Commentez avec le moment qui vous a touché le cœur. Partagez avec qui a besoin de savoir que parfois, le salut vient d'où on l'attend le moins. Abonnez-vous pour d'autres histoires qui démontrent comment l'amour et la science peuvent vaincre même le mal le plus sombre.